Bien, dans cette série de vidéos, soyez bien conscients que vous êtes ici, en troisième quantification, donc on est au summum de la physique. Donc, la physique étant quelque chose de très mathématique, ne soyez pas surpris si vous avez du mal. Parce que peu de gens s'aventurent sur ce pôle de troisième quantification. Mais nous, avec Vicky, on va vous amener là. Parce que c'est pas si compliqué que ça. Par contre, ça va demander peut-être un petit peu d'effort à certains, d'où des vidéos peut-être un petit peu plus courtes que vous allez repasser une fois, et vous verrez que si vous voyez ce qu'on va faire, c'est toujours des multiplications ou des divisions. Donc, il n'y a pas de processus de différenciation ou d'intégration comme on le fait à l'université. Donc c'est quelque chose qui est à votre niveau et qui est important de faire pour comprendre le besoin qu'on a d'aller au-delà de la relativité générale ou de la mécanique quantique. Parce qu'il y a encore des choses à résoudre. Alors, on va ici résumer ce qu'on a vu. Et je prends ça par ordre chronologique. On a tout d'abord la théorie de la relativité restreinte, 1905. C'est la première, vous voyez, c'est celle qui nous a fait passer de la mécanique classique où on a trois constantes qui sont nulles, on en introduit une. La vitesse de la lumière, elle n'est pas nulle, enfin, elle n'est pas infinie, donc il faut la prendre en compte. Je vous rappelle qu'une vitesse, c'est une distance que divise une unité de temps. Vous regardez quelle est la distance qui est parcourue par unité de temps, et vous avez une vitesse. Et ce que nous apprend cette théorie d'Albert Einstein, qui s'appelle la relativité restreinte de 1905, c'est que cette lumière, la lumière est l'entité physique qui peut se déplacer le plus vite dans l'univers. Mais par contre, elle ne peut pas dépasser une certaine vitesse. C'est 300 000 km en une seconde, elle ne peut pas faire plus de 300 000 km. Alors aujourd'hui, on le vérifie tous les jours, hein, puisqu'on est capable, je vous rappelle, d'envoyer des gens sur la Lune, eh bien, ou même des satellites aux confins du système solaire, et quand on envoie des ondes qui se propagent à la vitesse de la lumière, tous les gens qui envoient les ondes, entre le moment où on envoie l'onde et le moment où on a la réponse, il peut s'écouler plusieurs minutes ou plusieurs heures. Parce qu'on ne peut faire que 300 000 km en une seconde, on ne peut pas aller au-delà. L'autre chose que nous apprend la théorie de la relativité restreinte, c'est que cette constante de 300 000 km par seconde, elle est universelle. Ça c'est important, ça veut dire que si je prends n'importe quel observateur, même un martien, même un uranien, qui peut a priori n'habite pas sur la Terre, il saura forcément, il trouvera toujours cette valeur comme nous, c'est-à-dire que quel que soit mon état de mouvement par rapport à l'espace ou au temps, eh bien j'aurai toujours cette valeur qui sera numériquement égale à 300 000 km par seconde, lorsqu'on aura choisi évidemment des unités qui sont le kilomètre et la seconde. Après on peut prendre d'autres unités, mais il y aura un facteur de conversion. Alors ceci nous amène à la notion de ce qu'on appelle d'invariance d'échelle, c'est-à-dire que la valeur de cette vitesse de la lumière dans le vide ne dépend pas de l'échelle. Si je suis à l'échelle atomique, c'est 300 000 km par seconde. Si je suis à l'échelle de 10 puissance 26 mètres, qui est la taille de l'univers, c'est 300 000 km par seconde aussi. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est constant, qui ne dépend pas de l'échelle. Alors ça, c'est l'idée qu'on va développer ici. C'est comme c'est constant, on va poser égal à 1. Pourquoi? Parce que 1, c'est commode. Quand on multiplie quelque chose par 1, on ne change pas la valeur numérique. Par contre, on peut changer évidemment l'idée. C'est-à-dire que par exemple, quand je pose que C égale 1, si je sais que C c'est L sur T, ça veut dire que L égale T. Et c'est exactement ce que nous dit la relativité restreinte. Temps et espace se mélangent. Ce qu'on croyait être le temps étant séparé de l'espace, en fait non. On a une équivalence entre le temps et l'espace, et ceci est rendu possible parce que C ne varie pas. Elle restera toujours une constante d'échelle, et que cette constante d'échelle, on peut la poser égale à 1 par commodité. Alors, vous voyez l'intérêt de faire ça, c'est que si L égale T, ça veut dire que, par exemple, la quantité de mouvement ou l'énergie, la quantité de mouvement, c'est la masse que multiplie cette constante C, l'énergie, c'est la quantité de mouvement que multiplie cette même constante C, si C vaut 1, ça veut dire que masse, énergie et quantité de mouvement, c'est kiff-kiff. C'est pareil. C'est-à-dire, quand vous dites l'espace, c'est le temps, vous dites aussi la masse, c'est l'énergie, c'est la quantité de mouvement. Et comme on l'a vu, dire que la masse, c'est l'énergie, ça veut dire que vous pouvez faire une bombe atomique.
Donc on est bien avec quelque chose de réel, ce n'est pas simplement un jeu mathématique. Il y a derrière ce petit jeu des réalités physiques bien claires. Par exemple, on sait aussi que si vous prenez un champ électrique et que vous divisez par le champ magnétique qui lui est associé, on trouve en général la même constante petit c, ce qui veut dire que foncièrement, il n'y a pas de différence entre un phénomène électrique et un phénomène magnétique. À un facteur d'échelle près, c'est la même chose, c'est le même phénomène qui est là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parle pas d'électricité ou de magnétisme, mais d'électromagnétisme. C'est-à-dire qu'on soude les deux termes, puisqu'en fait, c'est une même réalité. Voilà, donc ça, c'est la relativité restreinte. Elle nous apprend que le temps, c'est de l'espace, que l'espace, c'est du temps. On peut le représenter par ce genre d'objet que j'aime bien. On s'appelle le mètre de la préhistoire, parce que vous voyez, c'est un mètre. Vous le dépliez, puis vous pouvez mesurer les distances. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous changez, là c'est le côté espace, vous changez, puis vous avez toute l'évolution d'une échelle de temps qui montre bien qu'on peut avoir ces genres d'objets qui mesurent à la fois l'espace et le temps, que ce n'est pas quelque chose qui est compliqué à comprendre. Voilà. Après, la deuxième chose, c'est 10 ans plus tard, le même Einstein nous fait la relativité générale. C'est-à-dire qu'il est passé de là à là, et maintenant il va passer d'ici à ce deuxième pôle. Il va introduire une deuxième constante qui avait été introduite par Newton au XVIIIe siècle. On était passé simplement de là à là en introduisant la gravitation. Ce que va faire Einstein, c'est introduire aussi le fait que la vitesse de la lumière n'est pas infinie. Donc on va travailler avec deux constantes. On le voit ici, on va écrire que l'énergie de mouvement, mc2, est égale à l'énergie de gravitation, qui est la constante G que multiplie le carré d'une masse que divise une longueur. Ça, c'est la définition de l'énergie de gravitation. On égale les deux énergies, et on voit donc que cette constante de gravitation, c'est une longueur que divise une masse. Concrètement. Avec, comme toujours, un facteur d'échelle qui ne varie pas, puisque c'est notre petit c. On fait petit c égale 1, puis on va faire aussi grand G égale 1. On va dire que cette constante de gravitation est la même partout dans l'univers. Donc c'est un nouveau facteur d'échelle qu'on pose égal à 1, auquel cas la matière, c'est de la longueur. Si vous donnez de l'espace, vous donnez de la matière. Si vous vous donnez de la matière, vous vous affectez l'espace. C'est la relativité générale. C'est-à-dire que quand j'ai une masse, les horloges et les règles se déforment. Il y a un lien entre masse, espace et temps. Ou si vous préférez, avant on avait le masse, l'espace et le temps, puis maintenant, quand vous êtes en relativité générale, vous n'avez plus qu'un concept qui est la masse, espace, temps. Voilà, c'est la même chose. C'est trois façons d'exprimer trois réalités qui correspondent à deux constantes, mais qui au fond sont une unité. Donc ce que nous apprend la relativité générale, c'est qu'il y a une équivalence entre la masse, qui symbolise la matière, et l'éther, qui symbolise l'espace-temps, comme je vous l'ai dit. Lorsqu'on a fait la vidéo introductive, Einstein a réhabilité la notion d'éther. Et donc, quand vous êtes en relativité générale, la masse comble l'espace, et en retour, l'espace se trouve comblé par la masse. Ce sont les équations qu'on appelle les équations d'Einstein. Une dizaine d'années plus tard, on est en 1924, Louis de Broglie introduit sa physique quantique, c'est-à-dire l'idée que la quantité de mouvement correspond en fait à une longueur d'onde via une troisième constante. Donc c'est-à-dire que là, ce que fait Louis de Broglie, c'est qu'il part de la mécanique qui est ici, et au lieu de se déplacer comme ça, il se déplace vers le haut, dans une troisième dimension du cube. Et donc, de nouveau, cette constante H, que se passe-t-il si elle est universelle, comme petit c ou comme grand G? Eh bien, si H égale 1, vous voyez, ça veut dire que la masse s'identifie à l'inverse d'une longueur, ce qu'on appelle le nombre d'ondes. Et donc, on a une équivalence en physique quantique entre la masse et la notion d'onde. Toute masse peut être décrite comme une onde, et toute onde correspond a priori à une masse par la relation de De Broglie. Alors, on voit tout de suite que, si on raisonne simplement comme ça, on a tout de suite un conflit ici. Pourquoi? Parce que la relativité générale nous dit que quand la masse augmente, si la longueur augmente. Mais la physique quantique nous dit que pour augmenter la masse, il faut diminuer la longueur. Vous voyez la contradiction?
C'est-à-dire qu'on a deux théories qui sont foncièrement opposées. Puisqu'il y en a une qui nous dit, si vous voulez avoir de grosses masses, il faut prendre une grosse quantité d'espace. Et l'autre qui vous dit, si vous voulez avoir une grosse masse, il faut prendre une petite longueur d'onde, c'est-à-dire une petite quantité d'espace. Comment on peut concilier ces deux choses-là? Ben, on ne peut pas. Et ça, c'est le problème de base de la physique aujourd'hui, c'est comment concilier ces deux notions. Et ça, on verra dans une prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver.